Avez-vous déjà entendu l'expression « la dette est la racine de tous les maux » ? Ne contractez jamais de dette. La dette est une forme d'esclavage, et cela est vrai dans une certaine mesure, car lorsque vous êtes submergé par les dettes, votre vie devient un combat perpétuel. Pendant que vous essayez de rembourser vos dettes, celles-ci ne cessent de croître jour après jour, car personne ne prête d'argent gratuitement, il y a toujours des intérêts qui s'ajoutent. Malgré cela, les États-Unis ont adopté la dette de manière massive. La dette totale des consommateurs américains s'élève à près de 15 trillions de dollars, ce qui fait que la dette moyenne par foyer dépasse les 5300 dollars. Le PIB des États-Unis est légèrement supérieur à 21 trillions de dollars, ce qui signifie que l'économie entière repose sur la dette. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La dette n'est pas toujours mauvaise. C'est une opinion impopulaire car la plupart des dettes que nous avons sont des mauvaises dettes. Vous avez probablement des dettes de carte de crédit, un prêt auto, voire une dette étudiante, et vous pensez qu'il vous faudra des décennies pour les rembourser. Alors, comment la dette pourrait-elle être une bonne chose ? Pour comprendre comment la dette peut être un outil positif, examinons comment les personnes fortunées utilisent la dette pour générer encore plus de revenus. Cela peut sembler déroutant, car pourquoi quelqu'un de riche utiliserait-il la dette ? La dette semble être un recours pour ceux qui manquent de ressources, mais le capitalisme fonctionne autrement. La dette est un outil puissant si vous savez l'utiliser, et dans cette vidéo, vous découvrirez comment les riches exploitent la dette pour accroître encore davantage leur fortune. Le premier point, c'est que la plupart du commerce repose sur la dette. Cela peut paraître un peu controversé, car emprunter pour lancer une entreprise semble être une idée risquée, et personnellement, je ne le ferai jamais. Cependant, il existe certains types d'entreprises, surtout des entreprises traditionnelles, où l'usage de la dette est l'option la plus viable. Par exemple, imaginons que vous souhaitiez vendre des stylos. C'est un produit courant pour lequel il y a toujours une demande. Dans un scénario idéal, vous vous rendriez en Chine, trouveriez une usine qui fabrique des stylos de bonne qualité au bon prix, achèteriez un conteneur de stylos, le feriez expédier aux États-Unis, puis distribueriez ces produits à vos clients. Cependant, de nos jours, la plupart de ces transactions se font en ligne via des sites comme Alibaba, sauf s'il s'agit de produits plus complexes qui nécessitent une visite sur place. Mais voici l'astuce, vous n'avez pas nécessairement besoin de payer pour le produit avant de l'avoir en main. Des milliers d'usines y travaillent sans relâche pour fabriquer des produits, et afin de faciliter les ventes, la plupart de ces usines vous prêteront volontiers leurs produits en échange d'un paiement ultérieur. Bien entendu, elles ne prêteront pas à des inconnus, il faudra donc établir une relation de confiance au préalable. Mais c'est ainsi que fonctionne le commerce depuis des décennies. Une fois que le client vend le produit aux États-Unis ou dans une autre région, il paye l'usine et peut emprunter plus de produits. Vous faites comprendre à l'usine que vous savez vendre, et si vous réussissez à vendre au-dessus d'un certain prix, la différence devient votre profit. L'avantage de cette stratégie est que vous n'investissez pas votre propre argent dans la transaction. Voilà pourquoi la vente est l'une des compétences les plus précieuses à maîtriser. Deuxième point, le refinancement immobilier. La dette immobilière est l'un des meilleurs types de dette en raison de nombreuses échappatoires fiscales. Si vous n'avez pas d'hypothèque, vous payez plus de taxes. Les personnes fortunées possèdent toujours plusieurs hypothèques pour bénéficier de toutes les déductions fiscales. N'oubliez pas qu'à chaque dollar économisé en impôts, vous gagnez $1 de plus. C'est une autre manière pour les riches de s'enrichir, mais je vais vous donner une méthode encore plus concrète. Voici comment les riches s'enrichissent dans l'immobilier. Imaginons que vous avez épargné $200 000. C'est une somme conséquente, mais en réalité, c'est peu pour le marché immobilier actuel. Vous ne pouvez pas acheter de maison avec cela, mais vous pouvez obtenir une hypothèque de $800 000 si vous faites un apport de 20%. Le secret est là. Trouvons une propriété de $500 000. Elle est en mauvais état et nécessite des rénovations. Vous allez à la banque et contractez une hypothèque avec un apport de 20%. Disons que vous allez dépenser environ 10% du coût total en rénovation, soit $50 000. Ensuite, vous retournez à la banque, mais cette fois pour refinancer votre hypothèque. Lorsque vous avez contracté votre première hypothèque, la propriété valait seulement $500 000 car personne ne voulait y habiter dans cet état. Mais après rénovation, des locataires s'y intéressent, et la valeur du bien augmente à $700 000. Comme lors du premier prêt, vous pouvez obtenir une hypothèque de 80%, soit $560 000. Parmi cette somme, $400 000 serviront à rembourser votre première banque, et vous déduisez également les $50 000 investis dans les rénovations, vous laissant avec un profit net de $110 000. Vous venez de gagner $110 000 en utilisant la dette, et il vous reste une propriété que vous pouvez louer pour accumuler de l'équité et générer un revenu passif. En plus, vous évitez de payer des impôts grâce à votre hypothèque. Cette pratique est très courante chez les investisseurs immobiliers. Peut-on vraiment dire, après tout cela, que la dette est forcément mauvaise? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires ci-dessous. Troisièmement,
les fonds spéculatifs. Les hedge funds sont créés par les riches pour les riches, dans le but de rendre les gens fortunés encore plus riches. Ils utilisent souvent des stratégies peu populaires. Des personnes comme vous et moi faisons de notre mieux pour prédire quelles entreprises vont croître et augmenter en valeur, puis investissons l'argent que nous avons durement gagné dans l'espoir que ces entreprises se développent. Mais les hedge funds utilisent souvent une stratégie totalement opposée, ils cherchent à gagner de l'argent lorsque des entreprises chutent ou font faillite, comme ce fut le cas pour GameStop. Dans ce cas précis, Internet a défié les hedge funds, les obligeant à perdre plus de 13 milliards de dollars. Mais comment les hedge funds gagnent-ils de l'argent avec la dette? Prenons un exemple. Disons que vous anticipez une baisse de l'action Facebook parce que vous savez qu'Apple, le producteur du smartphone le plus populaire, va annoncer la semaine prochaine qu'il ne permettra plus aux applications comme Facebook ou Instagram de suivre votre activité en ligne, ce qui fera de la confidentialité une priorité. Cela nuira grandement au modèle économique de Facebook. Vous appelez votre courtier pour lui emprunter une action Facebook, qui coûte, disons, 100 $, et vous la vendez immédiatement sur le marché pour 100 $. Félicitations, vous avez maintenant 100 $ en poche, mais vous devez toujours à votre courtier une action Facebook. Si vous avez raison et que, la semaine suivante, le prix de l'action Facebook tombe à 70 $, vous utilisez ces 100 $ pour racheter l'action à 70 $, la rendre à votre courtier et garder la différence. Félicitations, vous avez gagné 30 $ grâce à la chute de l'action. Cela semble simple en théorie, mais c'est extrêmement difficile et risqué en pratique. Que se passe-t-il si vous avez tort et que le prix double du jour au lendemain? Vous devez toujours rendre cette action Facebook à votre courtier et payer des intérêts pour l'avoir empruntée. Si l'action coûte maintenant 2 cents $, vous devrez l'acheter à ce prix pour la rendre, absorbant ainsi une perte. Lorsqu'on achète une action pour la revendre quand elle monte, la perte maximale est celle de l'investissement initial, mais pas dans le cas du shorting, vente à découvert. Si le prix continue de grimper, les pertes augmentent également de façon illimitée, théoriquement. Peut-on vraiment dire, après tout cela, que la dette est forcément mauvaise? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires ci-dessous. Troisièmement, les fonds spéculatifs. Les hedge funds sont créés par les riches pour les riches, dans le but de rendre les gens fortunés encore plus riches. Ils utilisent souvent des stratégies peu populaires. Des personnes comme vous et moi faisons de notre mieux pour prédire quelles entreprises vont croître et augmenter en valeur, puis investissons l'argent que nous avons durement gagné dans l'espoir que ces entreprises se développent. Mais les hedge funds utilisent souvent une stratégie totalement opposée, ils cherchent à gagner de l'argent lorsque des entreprises chutent ou font faillite, comme ce fut le cas pour GameStop. Dans ce cas précis, Internet a défié les hedge funds, les obligeant à perdre plus de 13 milliards de dollars. Mais comment les hedge funds gagnent-ils de l'argent avec la dette? Prenons un exemple. Disons que vous anticipez une baisse de l'action Facebook parce que vous savez qu'Apple, le producteur du smartphone le plus populaire, va annoncer la semaine prochaine qu'il ne permettra plus aux applications comme Facebook ou Instagram de suivre votre activité en ligne, ce qui fera de la confidentialité une priorité. Cela nuira grandement au modèle économique de Facebook. Vous appelez votre courtier pour lui emprunter une action Facebook, qui coûte, disons, 100 $, et vous la vendez immédiatement sur le marché pour 100 $. Félicitations, vous avez maintenant 100 $ en poche, mais vous devez toujours à votre courtier une action Facebook. Si vous avez raison et que, la semaine suivante, le prix de l'action Facebook tombe à 70 $, vous utilisez ces 100 $ pour racheter l'action à 70 $, la rendre à votre courtier et garder la différence. Félicitations, vous avez gagné 30 $ grâce à la chute de l'action. Cela semble simple en théorie, mais c'est extrêmement difficile et risqué en pratique. Que se passe-t-il si vous avez tort et que le prix double du jour au lendemain? Vous devez toujours rendre cette action Facebook à votre courtier et payer des intérêts pour l'avoir empruntée. Si l'action coûte maintenant 2 cents $, vous devrez l'acheter à ce prix pour la rendre, absorbant ainsi une perte. Lorsqu'on achète une action pour la revendre quand elle monte, la perte maximale est celle de l'investissement initial, mais pas dans le cas du shorting, vente à découvert. Si le prix continue de grimper, les pertes augmentent également de façon illimitée, théoriquement. Cependant, avec 100 analystes travaillant pour vous, vous pouvez faire fortune en utilisant cette stratégie. Quatrièmement, le marché d'échange, ou Forex. Nous en avons déjà parlé dans une de nos vidéos sur le Forex, dont le lien est en commentaire, mais voici un résumé. Le Forex est un marché où les devises sont échangées. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, si vous êtes nouveau ici, de vous abonner et d'activer les notifications. Bienvenue sur la chaîne où vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur l'argent, l'investissement et le marché boursier. Merci de votre attention, et à la prochaine.